Morning Business, le débrief de la matinale. 8h39, un débrief qui promet avec Emmanuel Le Chypre, Wilfried Galland, Éric Delannoy et Mathieu Pechberti. On va commencer par les assemblées générales. La saison est ouverte. Demain, Vinci, mercredi, Airbus. Avec vous, Raphaël Couder, on va regarder ce qui va préoccuper d'abord et avant tout les actionnaires. On commence par la question environnementale. Évidemment, c'est pour faire plaisir à Éric Delannoy parce qu'il est là. Oui, le climat est devenu en quelques années le sujet principal de ces assemblées générales. Ça devrait encore être le cas en 2024 à travers à la fois le dépôt de résolution de la part de groupes d'investisseurs, mais aussi à l'initiative des entreprises elles-mêmes, entreprises qui prennent de plus en plus les devants sur cette question. Cela étant dit, certains craignent dans le même temps un phénomène de retour de balancier et un retour de la recherche de rentabilité, un peu à l'image de ce qu'il se passe aux États-Unis où certains fonds comme BlackRock par exemple abandonnent peu à peu les critères ESG. Ensuite, autre grand sujet qui va certainement encore faire débat lors de ces assemblées générales, le niveau de rémunération des dirigeants avec un cas emblématique à surveiller, celui de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Il a été l'un des mieux payés du CAC 40 en 2023, 23,5 millions d'euros au titre de l'année 2022. Il y a 2 ans, et c'est très rare, les actionnaires avaient désapprouvé à 52% sa rémunération. Cette année encore, 3 cabinets de conseil aux investisseurs recommandent aux actionnaires de voter contre cette rémunération. Voilà, l'environnement et les salaires, c'est 2 beaux sujets pour l'Assemblée générale. On commence peut-être par l'environnement. Effectivement, Éric Delannoy, on le disait, malgré certains reculs aux États-Unis, en tout cas on l'affiche moins, on s'en vante moins. C'est selon vous une lame de fond inarrêtable? C'est une lame de fond inarrêtable sur 2 aspects. Premier aspect, il y a une prise de conscience de beaucoup de fonds, de se dire que finalement, compte tenu des enjeux qui sont devant nous, il est nécessaire d'assurer de la durabilité de manière beaucoup plus forte. Et donc, il y a des fonds très importants. Follow-This, c'est un fonds activiste qui gère aujourd'hui 3 900 milliards de dollars d'actifs, qui aujourd'hui fait de l'activisme dans les conseils d'administration. Ils viennent ils représentent 5% du capital de Shell. Ils viennent récemment de faire en sorte que Shell se mette en accord avec les accords de Paris. Donc il y a des fonds d'investissement qui commencent à en prendre conscience. La deuxième lame de fond, beaucoup plus importante, j'ai presque envie de dire malheureusement, c'est que face à une forme d'irresponsabilité de ceux qui pensent qu'on peut continuer à gagner malgré tout comme on faisait comme avant, ou de faire comme avant, il y a la réglementation qui est en train de se durcir. Et cette fameuse réglementation qui arrive certes en Europe, mais aussi au niveau américain, qui est emblématisée par la fameuse CSRD, la directive de durabilité en Europe, qui va imposer des feuilles de route à toutes les grandes entreprises pour faire en sorte de travailler sur cette durabilité, en faisant un reporting des impacts de l'entreprise sur l'environnement et des impacts de l'environnement sur l'entreprise. Et cette directive va être obligatoire et va permettre une comparabilité des différentes entreprises par rapport à des investisseurs qui veulent pouvoir diriger leur argent vers des comportements plus vertueux. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette espèce on l'évoquait avec Emmanuel tout à l'heure, de bon sens qui peut-être va un jour arriver dans les actionnaires, qui est finalement que peut-être pour gagner plus longtemps, il faut accepter de gagner moins. Et d'ailleurs, Emmanuel, vous croyez plus d'ailleurs à ce fameux bon sens plus qu'à la réglementation, non? Je ne sais pas s'il faut appeler ça du bon sens, mais effectivement, c'est un peu... c'est ce qui fait la force du capitalisme, c'est presque cette plasticité, en fait, c'est sa magie. C'est-à-dire que j'aime pas tellement la façon dont Éric présente les choses, c'est-à-dire comme si d'un seul coup, des gens devenaient raisonnables, soucieux des intérêts de la planète, etc. Non, tout simplement, ces fonds se rendent compte que la meilleure façon de préserver leur intérêt est de gagner beaucoup d'argent à long terme. Et alors là, je suis d'accord avec cette idée qui est quand même le bon sens absolu, c'est-à-dire que si vous préservez votre entreprise sur le long terme, c'est mieux que si vous avez des œillères et que vous êtes sur le court terme. Et c'est d'ailleurs ça ce qui fait toujours le succès des boîtes familiales par rapport aux autres. Souvent, c'est cette forme de sagesse. Mais grosso modo, on voit bien que tout ça se fait par intérêt, par opportunisme, par volonté d'innovation, de développer des nouvelles technos. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit de la morale dans tout ça. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que moi, je suis assez confiant sur le fait que, alors, ces réglementations qui sont des catastrophes absolues, parce que c'est un pur enfer à mettre en place, c'est encore des tas de trucs incompréhensibles. Je rappelle quand même qu'il y a 9 entreprises sur 10 qui sont déjà incapables de mesurer la quantité de CO2 qu'elles émettent. Donc tous ces règlements, c'est du grand n'importe quoi, ça ne sert à rien.
Sauf qu'il y a cette magie du capitalisme qui fait que par intérêt, on y arrivera et on verra que ces réglementations, franchement, c'est pas très important. Wilfried Galland. Non, moi, ce qui m'a intéressé, je reviens sur la tribune que Eric a fait dans les Échos vendredi. C'était beaucoup plus complexe et j'ai trouvé beaucoup plus riche que simplement mettre l'accent sur la partie environnementale. Il y a la partie effectivement. Il régresse d'ailleurs, globalement. Si on regarde les classements, sur tout le ESG en général, c'est la partie environnementale qui depuis 2 ans régresse le plus. En revanche, là où Eric insiste, et je pense que c'est très important, c'est effectivement d'avoir une vue de l'entreprise sur son environnement en général, y compris donc ses fournisseurs, ses employés, être capable d'être un créateur de valeur générale. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, là aussi, pour créer des choses dans le long terme, plutôt qu'effectivement se focaliser uniquement sur l'aspect environnemental, sur lequel on peut avoir également des divergences sur la partie réglementaire. Eric ? Non, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, c'est une approche un peu holistique des impacts de l'entreprise sur la société en général. Maintenant, pour reprendre ce qu'évoquait Emmanuel, on a quand même un problème avec cet fameux bon sens du capitalisme. C'est que le capitalisme, il a le sens d'abord de ses intérêts. Et qui, depuis Milton Friedman, dit c'est d'abord l'intérêt des actionnaires plus que l'intérêt de la société. Or, le problème que l'on a, qui fait que ça ne va pas aller assez vite, c'est que les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette transition énergétique sont souvent à ROI négatif. On le voit d'ailleurs de manière caricaturale avec les agriculteurs. Ouais. On leur demande de faire des investissements pour baisser leur production, ce qui est quand même incroyable. Un industriel à qui on va demander de faire des investissements pour verdir son outil de production et qui n'aurait aucun impact sur la valeur... Et parfois pour que les consommateurs consomment moins. Pour que les consommateurs consomment moins envie de consommer. Bien sûr, c'est très difficile à prendre pour les actionnaires. Ouais. Et donc, ces investissements à ROI négatif, mais qui sont à ROI positif pour la société, comment voulez-vous que l'esprit du capitalisme, s'il ne met pas un petit peu, non pas de morale, mais en tout cas de sens des responsabilités, prenne cette décision? Il faut vraiment une sacrée volonté et qu'il soit aidé par le législateur. C'est parce qu'on essaye de forcer le calendrier. Parce que en fait, ce capitalisme que tu décris, il est très récent. En fait, c'est le capitalisme qui commence années 70. Ouais, c'est ça, fin des années 70, années 80, mais qui n'est pas la forme de capitalisme qui a préexisté avant, qui n'est même pas celle. En gros, on voit bien que tous les 50 ans, on a une nouvelle forme qui émerge. Et dans la nouvelle forme qui émerge, effectivement, il y a toutes ces considérations qui sont davantage prises en compte, c'est certain. Et on va, oui, certainement, vers un capitalisme plus durable, moins orthogonal aux intérêts de la planète. Ça, c'est certain. Mais encore une fois, moi, je ne crois pas à ces réglementations qui, parce qu'elles veulent aller trop vite, risquent de nous mener dans le mur. C'est-à-dire que ton ROI négatif, parce qu'on veut aller trop vite, peut se transformer en ROI positif si on laisse un temps d'adaptation qui fait qu'au final, encore une fois, c'est ça le plus important, on atteindra les objectifs qu'on s'est fixés, peut-être un peu plus tard, mais au moins on les atteindra. Ça vaut notamment pour l'industrie automobile et sa transition par l'électrique. Autre contradiction finalement de cette de RSE aussi, c'est la rémunération des patrons. Est-ce qu'il faut mieux très bien rémunérer un patron parce qu'il est le garant, comme vous le disiez Emmanuel, d'une stratégie réussie? Est-ce qu'un patron qui excelle, on parle de Stellantis évidemment, Stellantis qui a retrouvé des marges incroyables, qui a retrouvé un niveau de compétition mondiale formidable, ça vaut peut-être 23 millions de dollars pour son patron. En tout cas, ce que les investisseurs critiquent lorsqu'ils critiquent ces rémunérations élevées, c'est pas tant le montant, chacun se fait son avis, je pense que Carlos Tavares, là, on ne sait même pas s'il va toucher 23 ou 30 ou 35 en fonction des performances. On n'est plus à 1 million d'euros près, j'ai envie de dire. Ce qui critique finalement, c'est plutôt les écarts de rémunération qu'il a dans la société. Ce qui pose problème à certains investisseurs, on ne parle pas de la CGT de Stellantis, c'est que Carlos Tavares dirige un groupe qui certes gagne on est quasiment à 20 milliards, en 18 milliards je crois de bénéfices cette année. Évidemment que c'est très important. Est-ce qu'il faut comparer les 35 millions qu'il va peut-être toucher, ou les 25 aux 20 milliards, ou est-ce qu'il faut comparer ça à la base? Et c'est ça qui pose problème. L'année dernière, il faut se souvenir qu'il y a un autre patron qui avait été bien chahuté par ses actionnaires en Assemblée Générale pour son salaire, et je ne vais même pas parler du montant de son salaire. C'est Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. C'était passé à 55 ou 56% ou 58%, il me semble. Et là, on est aussi dans le même exemple, pas tant du montant de la rémunération du patron, mais de l'écart avec, entre guillemets, la caissière du supermarché. Dernière chose, pardon, mais c'est important. L'autre patron dont on parle peu, mais tous les ans affiche des rémunérations très importantes, c'était Bernard Charlet chez Dassault Systèmes.
personne ne dit rien. Faut dire que Pourquoi ? Parce que ça fait 25 ans qu'il dirige l'entreprise, qu'il l'a développée, qu'il en est actionnaire, et que chez Dassault Systèmes, vous ne trouverez pas un ingénieur qui est mal payé. Voilà. Donc du coup, Éric Delannoy, est-ce que ça vous pose problème, vous ? Moi, ce qui me pose problème, c'est effectivement les écarts de rémunération. D'ailleurs, bien évidemment, je ne suis pas le premier à le dire. Le premier à avoir dit ça, c'est Henry Ford. Henry Ford, quand même grand capitaliste dans l'âme, avait dit, à partir du moment où il y aura des écarts de salaire supérieurs à 40 fois le salaire minimum, nous aurons les ferments d'une révolution dans l'entreprise et dans la société. Nous sommes aujourd'hui dans le CAC 40 à 230, aux États-Unis à 450. Ouais. Donc ces écarts de rémunération disent quelque chose de la solidarité du patron avec son corps social. Et quand on parle de stratégie réussie de Stellantis, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est une stratégie réussie de se dire on va continuer à faire du diesel s'il y a de la demande ? Est-ce que c'est une stratégie réussie de se dire on va augmenter les bénéfices tant qu'on peut à court terme ? Déjà, le succès, c'est pas de ne pas être disparu, parce qu'il y avait un problème à un moment donné pour Peugeot. Le succès, quand même, c'est... Qu'on remette l'entreprise à flot. C'est le sujet en 2011, quand même. Qu'on remette l'entreprise à flot, bien évidemment qu'il faut réussir à survivre. Mais quel rapport entre ça et une rémunération qui ne dit rien de la capacité à préserver un corps social ? Sauf qu'il faut quand même rappeler que si vous regardez... Pourquoi la rémunération des patrons, elle a autant explosé finalement par rapport à celle des salariés ? C'est juste que la taille des entreprises a explosé de la même façon. Si vous prenez depuis 30 ans, la taille des entreprises... en poids financier, elle a été multipliée par 6. Est-ce que vous croyez que c'est plus compliqué aujourd'hui de diriger Boeing qui a 30 ans ou de diriger une grande entreprise qui a 30 ans ? Sauf qu'elle est... Je ne sais pas si Boeing, c'est exactement le bon exemple. Non, mais c'est effectivement pas forcément le bon exemple. Etc. Mais la réalité, c'est que le poids de la rémunération du patron dans les comptes de l'entreprise, en fait, il n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. Et donc, en pourcentage du problème que ça représente pour un conseil d'administration, franchement, il n'y a pas de sujet. Alors, Wilfried, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un problème, un débat dans un vieux pays comme la France où l'histoire marxiste imprègne encore le débat économique. Aux États-Unis, effectivement, vous le disiez, il y a des patrons qui disent qu'ils vont rendre leur argent. Il y a un vrai débat aussi sur l'écart de rémunération. Le sujet, c'est ce qui est effectivement ce que donnait Emmanuel, c'est en fait, on a un poids des marchés financiers par rapport à l'économie qui a énormément monté. Et donc, comme la rémunération des patrons est en général indexée sur le cours de bourse, forcément, on a un lien très fort. La question, c'est comment est-ce que toute la société profite de ces performances financières ? C'est ça toute la question. Alors, il y a des réponses qui disent tout le monde doit être actionnaire. Il y a des réponses qui disent effectivement il faut avoir plus de répartition. Il faut un mélange politique de beaucoup de choses pour avoir le sentiment d'une prospérité partagée et non pas d'un capital accessible à tous. C'est un débat passionnant, bien évidemment. On le poursuivra, mais quand même, il y a le dossier Atos, c'est nos informations du jour, parce que c'est la dernière ligne droite. Il y a la restructuration qui intervient cette semaine avec Atos qui doit présenter son plan de rééchelonnement de la dette, d'arrangement avec les créanciers. C'est demain ou même aujourd'hui. Entre-temps, les repreneurs aiguisent leur couteau avec de nouveaux acteurs. Oui, alors il y a plusieurs choses, mais effectivement, il y a un nouvel acteur qui est rentré, qui est Walter Butler, qui s'associe donc à OnePoint, le premier actionnaire d'Atos, David Layani, qui lui, on le sait depuis des mois, prépare un plan de reprise d'Atos. Ça crédibilise OnePoint parce qu'il y a de l'argent maintenant. Voilà, c'est ça. Il lui manquait, on va dire, le plus important quand même dans une restructuration, c'est-à-dire de l'argent et beaucoup d'argent. Donc Walter Butler sera là pour ça. Et puis effectivement, de l'autre côté, pour les activités, vous savez, les activités stratégiques d'Atos, à la fois la cybersécurité et les supercalculateurs. L'État avait dit que ça y est, ils allaient un petit peu s'agiter enfin sur le dossier. Effectivement, c'est directement l'administration de Bercy, d'ailleurs, l'agence des participations de l'État, qui est en train de se pencher sur le dossier, de rentrer dedans. Ils ont recruté une banque conseil pour orchestrer cette solution. Ils sont en train de faire venir avec eux Dassault Aviation qui est en train d'étudier le dossier pour aider l'État à reprendre ses activités qui sont très importantes pour la conception du Rafale. D'ailleurs. Exactement. Wilfried Galland, pour rappeler quand même qu'Atos, c'est 100 000 salariés, plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Alors on est dans un scénario où on se demande effectivement, en fait, non pas s'il va y avoir démantèlement, mais comment le démantèlement va avoir lieu, comment est-ce que tout ceci va être réparti. C'est quand même vertigineux. Il y a 4,6 milliards de dettes. Exactement. Quand on voit d'où on est parti il y a 2 ans, c'est absolument phénoménal la descente aux enfers d'Atos. Un mot, Eric ? Oui, simplement pour dire que d'abord David Layani fait un coup monstrueux. Regardez quand même le fait il n'a pas encore gagné. Non, mais il n'a pas encore gagné, mais c'est un pari qui est incroyable parce que c'est la première fois que dans David et Goliath quand même. On fait d'une reprise d'entreprise une marque emblématique. Vous avez remarqué quand même que David Layani
pointe son schéma comme étant One Atos. One Atos, One Point. Vous voyez bien qu'il y a quelque part une dimension marketing qui n'est pas neutre. On verra ce qui se passera. Comme c'est pas trop la tasse de thé Atos pour Emmanuel Le Chip, je vais vous faire écouter une petite musique. Vous allez me dire si vous reconnaissez la chanteuse. Je saurais jamais comment tu souffles, mais je l'imagine. Angèle, pardon, mais c'est pas sa voix. Eh ben, c'est sa voix, mais c'est pas elle. C'est pas elle. C'est de l'IA et 200 chanteurs américains protestent. Il est bon, hein. Non, mais je connaissais l'histoire. Je connaissais la fausse chanson parce que je me suis moi-même émerveillé en l'écoutant une fois. Ouais, et là, mon fils m'a méprisé en me disant mais non, c'est pas elle, c'est l'intelligence artificielle. Bon, l'IA qui vole la voix des artistes. Eric, là, il y a un problème de RSE quand même. Hein. Oui, il y a un problème de RSE. Enfin, un petit clin d'œil à Emmanuel par rapport au débat qu'on a eu sur la réglementation de l'IA. Les Américains vont être les premiers à avoir une réglementation extrêmement sévère sur les droits d'enregistrement et la capacité de l'IA à pouvoir imiter les voix des artistes. Ouais, vous croyez ça? Bon, on verra. On verra. Ça va très vite, hein, donc il faut que la réglementation suive. Il faut quand même se rendre compte de la puissance de l'outil. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, vos deux acteurs préférés, c'est Louis de Funès et Sharon Stone, l'IA peut vous faire un film sur mesure. Sur mesure avec Louis de Funès et Sharon Stone. Vous serez le seul à voir. Et Emmanuel Le Chypre. Non, mais regardez tous les. Non, mais ça pose des problèmes vertigineux. Nous vivons une époque formidable. Allez, tous les infos sur bfmbusiness.com. Bien évidemment, dans un instant, les experts autour de Stéphane Pedrazzi. Nous, on se retrouve demain matin à 6h avec encore plein d'infos exclusives, comme aujourd'hui. À demain.